Quand j'ai gagné 2,5 millions d'euros à la loterie, mes parents ont essayé de me forcer à donner la moitié à leur fille préférée. J'ai refusé. Le lendemain matin, j'ai été choqué de les voir brûler mon chèque de loterie. Ils ont dit, si tu ne partages pas, tu n'auras pas un sou. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans et le mois dernier, je suis devenu millionnaire du jour au lendemain grâce à un ticket de loterie que j'ai acheté sur un coup de tête. Quand j'ai refusé de donner la moitié à ma sœur Chloé, l'enfant chéri de mes parents, l'enfer s'est déchaîné. Rien ne m'avait préparé à rentrer dans mon appartement et à trouver ma mère en train de brûler mon chèque de loterie, tandis que mon père déclarait froidement, si tu ne partages pas, tu n'auras pas un sou. Mais leurs visages suffisants se sont transformés en choc quand j'ai éclaté de rire. Avant de vous dire pourquoi, dites-moi d'où vous regardez, appuyez sur le bouton d'abonnement et installez-vous confortablement, car ce drame familial a une tournure qu'ils n'ont jamais vu venir. Grandir dans notre maison de banlieue de classe moyenne près de Lyon n'était pas exactement l'image parfaite de l'enfance que l'on verrait dans les sitcoms familiales. À partir du moment où ma sœur Chloé est née, quand j'avais 6 ans, il est devenu douloureusement évident qui était l'enfant préféré. Alors que la plupart des parents essaient de cacher leurs préférences, les miens ne se sont jamais souciés de telles prétentions. Quand Chloé voulait des cours de danse, il trouvait l'argent. Quand j'avais besoin d'une calculatrice graphique pour des maths avancées, je faisais des heures supplémentaires au supermarché local. Les œuvres d'art de Chloé étaient affichées en évidence partout dans la maison, mes réussites scolaires étaient accueillies par de simples hochements de tête désinvoltes. C'est bien, Camille, mais as-tu vu ce que Chloé a fait aujourd'hui? Ne vous méprenez pas, mes parents n'étaient pas des monstres, ils pourvoyaient aux besoins essentiels et montraient parfois un intérêt sincère pour ma vie, mais le déséquilibre était constant et indéniable. À mesure que nous grandissions, le schéma a continué, Chloé a abandonné ses études universitaires pour se trouver, et mes parents l'ont soutenue financièrement à travers 3 majeures différentes et 5 changements de carrière. Pendant ce temps, j'ai travaillé tout en étudiant, j'ai maintenu une bourse d'études et j'ai quand même obtenu mon diplôme avec une dette substantielle de prêts étudiants. Au moment où j'ai atteint la trentaine, je m'étais bâti une vie décente, j'avais un emploi stable en tant que coordinatrice marketing pour une entreprise de santé, un petit appartement confortable d'une chambre et suffisamment d'économies pour m'offrir occasionnellement un dîner au restaurant ou un week-end. Je n'étais en aucun cas riche, les prêts étudiants consommaient encore une partie importante de mon budget mensuel, mais j'étais fier de mon indépendance. Ce mardi a commencé comme n'importe quel autre, je me suis arrêté faire le plein d'essence en rentrant du travail, calculant mentalement combien je pouvais me permettre de mettre dans le réservoir jusqu'à la prochaine paie. En payant, j'ai impulsivement ajouté un ticket de loterie à mon achat. Je jouais rarement, peut-être 2 ou 3 fois par an lorsque le jackpot faisait les gros titres, mais quelque chose m'a poussé ce jour-là. On ne sait jamais, n'est-ce pas, a dit le caissier en me tendant le ticket avec un sourire. La foudre doit bien frapper quelque part, ai-je répondu en riant, glissant le ticket dans mon portefeuille sans y penser davantage. Ce soir-là, j'ai réchauffé des restes de pâtes et j'ai fait défiler les réseaux sociaux en regardant à moitié la télévision. Le tirage de la loterie est passé et je me suis souvenu de mon ticket. Je l'ai sorti, m'attendant à la déception habituelle de n'avoir peut-être qu'un seul numéro si j'étais chanceuse. Le premier numéro a correspondu, puis le deuxième. Au 3e numéro correspondant, j'étais assise droite, le cœur commençant à s'emballer. 4e numéro, 5e numéro, et quand le dernier numéro a correspondu, j'ai littéralement arrêté de respirer. J'ai vérifié et revérifié les numéros, convaincu que je lisais mal quelque chose, mais c'était bien là, les 6 numéros. Selon l'annonceur, le jackpot était de 2,5 millions d'euros. Je suis resté dans un silence stupéfait pendant près de 30 minutes, fixant alternativement le ticket et la télévision. Finalement, j'ai pris une photo du ticket, puis je l'ai placé dans un sac Ziploc et l'ai glissé dans mon exemplaire d'Orgueil et Préjugés sur ma bibliothèque, l'endroit le plus sûr que je pouvais imaginer à ce moment-là. Mes mains tremblaient en appelant ma meilleure amie Léa. « Tu dois venir tout de suite, et je ne plaisante pas, je n'exagère pas, ai-je réussi à dire. Léa est arrivée 20 minutes plus tard, visiblement inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Sans un mot, je lui ai montré le ticket et les numéros que j'avais notés de la diffusion. Nom de Dieu, a-t-elle murmuré, les yeux écarquillés, Camille, mon Dieu, c'est réel? Je crois que j'hallucine, ai-je dit, ma voix petite. Peux-tu vérifier les numéros à nouveau? Elle a sorti son téléphone et a cherché les numéros gagnants, les comparant à mon ticket. C'est réel. Oh mon Dieu, c'est réel. Tu viens de gagner 2,5 millions d'euros. Cette nuit-là fut un flou d'incrédulité, d'exaltation et de peur. Léa est restée et nous avons parlé jusqu'à l'aube des possibilités,
de ce que cela pourrait signifier pour ma vie. Pour la première fois, je pouvais rembourser entièrement mes prêts étudiants, je pouvais acheter une maison, pas n'importe quelle maison, mais une belle maison avec un jardin, je pouvais investir, voyager, faire des dons à des causes qui me tenaient à cœur. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail et j'ai contacté la commission de la loterie nationale. Ils ont confirmé que je devais me rendre à leur siège pour vérifier le ticket et commencer le processus de réclamation. Léa m'a conduite, car j'étais trop nerveuse pour prendre le volant. Au bureau de la loterie, les fonctionnaires ont vérifié mon ticket et mon identité, m'ont expliqué le processus et m'ont informé de mes options, un paiement forfaitaire, mois après impôt, mais immédiatement disponible, ou des versements annuels sur plusieurs années. Ils ont également organisé une opportunité de photo avec le chèque symbolique de grande taille, bien qu'ils aient expliqué que les fonds réels seraient traités par leur département financier et prendraient environ 2 semaines. Alors que je posais pour les photos avec le chèque surdimensionné, la réalité a enfin commencé à s'imposer, ma vie avait changé pour toujours en un instant. Mais je n'avais aucune idée de la façon dont cela mettrait à l'épreuve mes relations et révélerait des vérités sur ma famille que j'avais toujours soupçonnées mais que je n'avais jamais voulu confirmer. Une fois la vérification initiale terminée et les photos cérémonielles prises, je suis rentré chez moi avec un dossier rempli de papiers, une copie du chèque fantaisie pour mes dossiers et une tête pleine de possibilités. Les fonctionnaires de la loterie avaient fortement conseillé de garder mon aubaine privée jusqu'à ce que les fonds soient sécurisés et que des mesures financières et de sécurité appropriées soient en place. Les gagnants se retrouvent souvent assiégés par des parents perdus de vue depuis longtemps, des opportunités d'investissement et des causes caritatives, avait prévenu la représentante de la loterie. Réfléchissez bien à qui vous le dites et quand. Je savais qu'elle avait raison, mais je ressentais aussi une étrange obligation de le dire à ma famille. Malgré notre relation compliquée, c'était toujours mes parents, et malgré le favoritisme, Chloé était toujours ma sœur. Une partie de moi, une partie dont je ne suis pas fier, voulait aussi qu'il voie que j'avais réussi de manière inattendue. Peut-être que maintenant il me verrait enfin. Après quelques jours de délibération, j'ai décidé de partager ma nouvelle lors du dîner du dimanche chez mes parents, une tradition mensuelle que je maintenais plus par devoir que par plaisir. Je suis arrivé en avance, aidant ma mère à préparer le repas tout en répétant mentalement comment je leur dirais. « Tu as l'air différente aujourd'hui », a observé ma mère, me regardant en coupant les légumes. « Est-ce que quelque chose s'est passé au travail ?»« On peut dire que quelque chose s'est passé », ai-je répondu, incapable de réprimer un petit sourire, mais attendons que tout le monde soit là. Mon père nous a rejoints, posant des questions sur les problèmes de plomberie persistants de mon appartement, des problèmes que je pourrais bientôt laisser derrière moi pour toujours. Quand nous nous sommes assis pour manger, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé qu'il était temps. J'ai une nouvelle, ai-je commencé, le cœur battant. Quelque chose d'assez incroyable s'est passé la semaine dernière. J'ai gagné à la loterie. Mes parents m'ont regardé avec incrédulité. La loterie, a répété mon père. Comme 20 €. Non, ai-je dit, ma voix plus stable que prévu. La loterie nationale. J'ai trouvé les 6 numéros. C'est 2,5 millions d'euros. Le silence qui a suivi fut profond. Puis mes 2 parents ont éclaté en exclamations de choc et de félicitations. Ma mère s'est même levée pour me serrer dans ses bras, chose qui arrivait rarement dans notre famille. Oh mon Dieu, Camille, c'est incroyable, s'est-elle exclamée. Attends que Chloé entende ça. Et voilà. Pas même une minute de célébration avant que ma sœur ne soit mentionnée. Comme sur commande, la porte d'entrée s'est ouverte et Chloé est entrée, en retard comme d'habitude. Désolé, je suis en retard, il y avait un trafic affreux. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ma mère s'est presque trébuchée en se précipitant pour lui annoncer la nouvelle, Camille a gagné à la loterie. 2,5 millions d'euros. L'expression de Chloé est passée rapidement de la surprise à l'excitation, puis à quelque chose de plus calculateur. Elle m'a serré dans ses bras avec un enthousiasme inhabituel. C'est génial, Cam. On va s'amuser tellement avec ça. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac à son utilisation de « on ». Avant que je ne puisse répondre, mon père a ajouté « C'est parfait, en fait, Chloé, dis à ta sœur ta situation ». Chloé a eu au moins la décence d'avoir l'air légèrement gênée. Ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je suis juste un peu en difficulté financière avec l'entreprise. L'entreprise était sa dernière aventure, une boutique en ligne vendant des vêtements bohème hors de prix qu'elle avait lancé 6 mois auparavant après avoir abandonné son emploi dans une agence de marketing. J'avais déjà entendu mes parents dire que ça ne marchait pas bien.
C'est plus qu'une simple difficulté, a corrigé mon père. La dette de carte de crédit à elle seule est de près de 30 000 €, et il y a aussi le prêt pour l'inventaire. Papa, s'il te plaît, a interrompu Chloé, lui lançant un regard agacé avant de se tourner vers moi avec un sourire étudié. Mais bon, ce n'est pas important en ce moment. Il s'agit de ton incroyable nouvelle. Par contre, si tu pensais aider la famille, je ne dirais pas non. Je suis resté là, la nourriture oubliée, tandis que je comprenais ce qui se passait. Pas une seule question sur ce que je ressentais en gagnant, aucune question sur mes projets ou mes rêves, juste un pivot immédiat vers la façon dont mon aubaine pouvait résoudre les problèmes de Chloé. Je n'ai même pas encore reçu l'argent, ai-je dit prudemment. Il y a tout un processus et je dois parler à des conseillers financiers pour savoir la meilleure façon de l'utiliser. Mais c'est simple, a coupé ma mère, comme si c'était déjà décidé. La famille est de la famille, et avec autant d'argent, tu peux facilement épargner suffisamment pour éponger les dettes de Chloé et donner une vraie chance à son entreprise. Le nœud dans mon estomac s'est resserré. Je n'ai pris aucune décision pour l'instant. Cela vient juste d'arriver et je suis toujours en train de tout digérer. Qu'y a-t-il à digérer, a demandé mon père, sont-on passant de la célébration à quelque chose de plus dur? Ta sœur a besoin d'aide et tu peux maintenant la lui apporter. C'est ce que fait la famille. Et mes prêts étudiants, ai-je riposté. Ou le fait que j'ai vécu au jour le jour en essayant de me construire une certaine sécurité? Ne mérite-je pas de m'occuper de mes besoins en premier? Ne sois pas égoïste, Camille, a dit ma mère, sa voix prenant ce ton déçu que je connaissais trop bien. Ta sœur a une vraie entreprise avec un vrai potentiel. Cela pourrait être sa grande chance. Et ma grande chance, ai-je demandé, sentant une vie de ressentiment remonter à la surface. Pour une fois dans ma vie, quelque chose d'incroyable m'arrive, et immédiatement, tout tourne autour de Chloé. L'expression de Chloé est devenue blessée. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Si j'avais gagné, je partagerais avec toi sans hésitation. L'hypocrisie de cette déclaration était presque risible. Quand Chloé avait reçu un héritage de 10 000 € de notre grand-mère il y a 3 ans, elle avait tout dépensé pour des vacances de luxe à Bali sans même nous proposer de nous inviter à dîner. Le reste du repas a dégénéré en une conversation tendue, mes parents alternant entre tentatives de culpabilisation et exigences à peine voilées. Au moment où je suis parti, la joie de mon aubaine avait été complètement ternie. Au lieu de célébrer avec ma famille, je suis rentré chez moi en luttant contre les larmes de frustration et de déception. Une fois chez moi, je me suis versé un verre de vin et j'ai appelé Léa. Si grave que ça, hein, a-t-elle demandé après que j'ai raconté le désastre du dîner. Ils n'ont même pas attendu 5 minutes avant de faire en sorte que ça tourne autour de Chloé, ai-je dit, ma voix se brisant. Pas une seule question sur ce que cela signifie pour moi ou ce que je pourrais vouloir faire avec mon propre argent. Je ne suis pas surprise, mais je suis désolé quand même, a répondu Léa doucement. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris une profonde inspiration. Exactement ce que j'avais prévu avant le dîner, rembourser mes dettes, assurer mon avenir et prendre des décisions intelligentes. Et apparemment, établir des limites très fermes avec ma famille. Je ne savais pas à quel point ces limites seraient mises à l'épreuve dans les jours à venir. Le matin après le dîner familial désastreux, mon téléphone a commencé à sonner à 7h30. C'était ma mère. J'ai réfléchi à notre conversation d'hier soir, a-t-elle commencé sans préambule. Je pense que tu étais juste dépassé, ce qui est compréhensible, mais maintenant que tu as eu le temps d'y réfléchir, je suis sûr que tu vois à quel point il est important d'aider ta sœur. J'ai pincé l'arête de mon nez, sentant déjà un mal de tête se former. Maman, il n'est même pas 8 heures et je me prépare pour le travail. Pouvons-nous en parler plus tard? Qu'y a-t-il à discuter? C'est ce que fait la famille, Camille. Ton père et moi vous avons toujours appris, à toi et à ta sœur, à vous soutenir mutuellement. L'ironie de la déclaration ne m'a pas échappé. Je dois y aller. Nous discuterons de cela une autre fois. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché et mis mon téléphone en silencieux. J'avais besoin d'espace pour penser clairement, sans la pression constante. Au travail, j'ai rencontré mon superviseur et j'ai vaguement mentionné que je pourrais avoir besoin de prendre du temps personnel dans les semaines à venir pour faire face à une situation familiale. Je n'étais pas prête à révéler mon gain à mon lieu de travail, d'autant plus que les fonds n'avaient pas encore été transférés. Pendant ma pause déjeuner, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé 3 appels manqués de ma mère, 2 de mon père et un SMS de Chloé. Salut 6, je voulais juste dire que je comprends totalement que tu aies besoin de temps pour digérer tout ça.
pas de pression, mais quand tu seras prête à parler, j'ai des tableaux qui montrent exactement combien j'ai besoin pour éponger mes dettes et rendre l'entreprise rentable. Je t'aime. Cœur rouge, j'ai fermé le message sans répondre. Cet après-midi-là, j'ai contacté un conseiller financier recommandé par la commission de la loterie, quelqu'un d'expérimenté dans la gestion des situations de richesse soudaine. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain. Ce soir-là, les appels ont continué. Le message vocal de mon père était particulièrement cinglant. « Camille, ta mère est très contrariée par ton comportement. Nous t'avons mieux élevé que ça. Rappelle-nous immédiatement pour que nous puissions discuter de la façon dont tu vas aider ta sœur. » Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai fait des recherches sur la planification financière pour les gagnants de loterie et j'ai noté des questions à poser lors de mon rendez-vous. Le lendemain matin, ma conseillère financière, Madame Dubois, m'a expliqué les réalités de mes gains. Après impôt, le montant forfaitaire serait plus proche de 1,4 million d'euros, toujours un changement de vie, mais pas les 2,5 millions d'euros annoncés. La première priorité devrait être d'établir un fonds d'urgence et de rembourser les dettes à intérêt élevé, a-t-elle conseillé. Ensuite, nous pourrons discuter d'investissements diversifiés pour une croissance et une sécurité à long terme. Lorsque j'ai mentionné les attentes de ma famille, elle a froncé les sourcils. Malheureusement, c'est très courant chez les gagnants de loterie. Je conseille toujours à mes clients d'établir des limites claires dès le début. Tout don à la famille doit être soigneusement examiné et documenté formellement pour éviter des attentes continues. J'ai quitté son bureau avec un plan financier préliminaire et une détermination plus forte à protéger ma nouvelle sécurité, mais ma famille ne me facilitait pas la tâche. Ce soir-là, j'ai reçu un message de groupe de ma mère, incluant mon père et Chloé. Nous nous réunissons tous demain soir à 19 h pour discuter du plan financier familial maintenant que Camille a reçu cette bénédiction. Camille, s'il te plaît, apporte tous les documents que tu as jusqu'à présent afin que nous puissions comprendre le calendrier. J'ai fixé le message avec incrédulité. L'audace d'organiser une réunion de plan financier familial sans même me consulter était stupéfiante. J'ai simplement répondu, je ne serai pas présente. Mes décisions financières me sont propres. La réponse a été immédiate et virulente. Mon père a appelé, et quand je n'ai pas répondu, il a laissé un message vocal. Ton comportement est complètement inacceptable. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu nous rembourses? En tournant le dos à ta propre sœur quand elle a besoin d'aide. Je suis extrêmement déçu de toi. Le barrage a continué le jour suivant. Chloé a essayé une approche différente, envoyant un long texte émotionnel sur le fait que son entreprise était son rêve et qu'avec seulement une petite partie de mes gains, elle pourrait la faire réussir et me rembourser un jour. Pendant ce temps, je suis retourné à la commission de la loterie pour finaliser ma décision de prendre le paiement forfaitaire. J'ai participé à la cérémonie officielle du grand chèque pour leur document de presse, tenant le chèque fantaisie surdimensionné tandis que les appareils photo flashaient. Les fonctionnaires de la loterie m'ont de nouveau rappelé que les fonds réels seraient traités dans les 2 semaines. Après la cérémonie, je me suis arrêté à une boîte postale sécurisée que j'avais louée et j'y ai déposé le chèque symbolique ainsi que des copies de tous mes documents de loterie. Les originaux étaient stockés dans un coffre-fort à ma banque. Je ne prenais aucun risque avec ces documents importants. Lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai trouvé mes parents et Chloé assis dans leur voiture devant mon immeuble. J'ai eu un pincement au cœur en me garant et en m'approchant d'eux à contre-cœur. Nous devons parler, a dit mon père fermement. Puisque tu ne voulais pas venir à nous, nous sommes venus à toi. J'ai jeté un coup d'œil autour du parking, consciente que ce n'était pas une conversation que je voulais avoir en public. D'accord, mais je n'ai rien de nouveau à dire. Une fois à l'intérieur de mon petit appartement, la tension était palpable. Ma mère a immédiatement commencé à examiner l'espace avec une désapprobation à peine voilée, tandis que mon père s'est positionné de manière autoritaire au centre du salon. Chloé était perchée sur le bord de mon canapé, l'air mal à l'aise mais déterminé. Cela a assez duré, a commencé mon père. Tu as eu le temps de digérer ta bonne fortune, et maintenant il est temps de discuter de la façon dont cela va bénéficier à la famille. Spécifiquement, a ajouté ma mère, combien elle donnera à Chloé pour éponger ses dettes et financer correctement son entreprise. J'ai pris une profonde inspiration. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que je devais d'abord assurer mon propre avenir. J'ai des prêts étudiants à rembourser, une retraite à planifier, et des prêts étudiants, a interrompu mon père, incrédule. Tu vas être millionnaire. Qui se soucie des prêts étudiants? Moi, ai-je répondu fermement. J'ai travaillé dur pour rester à flot avec ces paiements pendant des années,
et l'argent n'est pas autant que vous le pensez après impôt. Mais c'est quand même suffisant pour aider ta sœur, a insisté ma mère. Chloé s'est penchée en avant. Cam, j'ai juste besoin d'environ 80 000 € pour tout effacer et avoir un budget marketing adéquat. Ce n'est rien comparé à ce que tu reçois. 80 000 €, ce n'est pas rien, ai-je riposté. Et que se passera-t-il quand cet argent sera épuisé? Auras-tu besoin d'une autre injection de fonds dans 6 mois? Ça n'arrivera pas, a insisté Chloé, bien que ses yeux se soient détournés des miens. C'est différent. J'ai juste besoin d'une vraie chance. Comme la vraie chance que tu as eue avec le design graphique, ou la décoration intérieure, ou en devenant professeur de yoga. Je n'ai pas pu empêcher l'amertume dans ma voix. Chaque fois, maman et papa t'ont soutenu financièrement, et chaque fois tu as abandonné dès que ça devenait difficile. Ça suffit, a dit mon père sèchement. Ta sœur essaie de construire quelque chose par elle-même. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un capital adéquat, que tu as maintenant en abondance. Il s'agit de responsabilité familiale, Camille. Où était cette responsabilité familiale quand je travaillais 2 emplois pour payer l'université, ai-je demandé, des années de ressentiment débordant enfin. Où était-elle quand j'avais besoin d'aide pour l'acompte d'une voiture afin que je puisse aller travailler? Vous avez toujours eu des critères différents pour Chloé et moi. Ce n'est pas vrai, a protesté faiblement ma mère. C'est vrai, et nous le savons tous, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Pour une fois dans ma vie, quelque chose de bien m'est arrivé, et je mérite d'en profiter sans culpabilité ni manipulation. La dispute a continué pendant plus d'1 heure, devenant de plus en plus animée. Mes parents ont alterné entre tentatives de culpabilisation, colère et même tentatives de négociation. Et si c'était 40 000 € à la place? Chloé alternait entre jouer les victimes et faire des accusations voilées sur mon caractère. Finalement, épuisé émotionnellement, je leur ai demandé de partir. J'ai pris ma décision. Je ne serai pas intimidé ou manipulé pour changer d'avis. Le visage de mon père s'est durci. Si telle est ton attitude, ne t'attends pas à faire partie de cette famille. Les mots ont frappé comme un coup physique, mais j'ai tenu bon. Si votre acceptation dépend de moi renonçant à ma sécurité financière, alors peut-être que c'est pour le mieux. Après leur départ, je me suis effondré sur mon canapé, émotionnellement épuisé mais étrangement soulagé. J'avais enfin tenu tête après des décennies à accepter un statut de seconde zone dans ma propre famille. Mais je savais que ce n'était pas fini, loin de là. J'ai appelé Léa et lui ai demandé si je pouvais rester chez elle quelques jours. J'ai besoin d'un peu d'espace par rapport à ma famille et je ne leur fais pas confiance pour ne pas revenir. Bien sûr, a-t-elle dit immédiatement. Prépare un sac et viens. Le vin t'attendra. Alors que je faisais ma valise pour quelques jours, je n'avais aucune idée à quel point ma méfiance se révélerait prophétique. J'ai passé 3 jours relativement paisibles chez Léa, allant au travail comme d'habitude mais rentrant chez elle plutôt que chez moi. Ma famille a continué sa campagne d'appels et de SMS, mais je répondais au minimum, généralement avec de simples variantes de « ma décision est finale ». Le 4e jour, j'ai réalisé que je devais récupérer des documents de travail que j'avais laissés dans mon appartement. Léa a proposé de m'accompagner, mais elle avait une réunion importante qu'elle ne pouvait pas manquer. Ça ira, je l'ai assuré. Je prendrai ce dont j'ai besoin et je serai parti en 10 minutes. J'ai choisi ma pause déjeuner, pensant que ma famille serait au travail ou occupée. Alors que j'approchais de la porte de mon appartement, tout semblait normal. Je l'ai déverrouillé et suis entré, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il y avait des voix venant de mon salon. J'ai figé, le cœur battant, avant de reconnaître les voix de mes parents. Ils étaient dans mon appartement. Pendant un instant, j'ai envisagé de reculer silencieusement et d'appeler la police, mais la colère a surpassé la prudence et je suis entré à grands pas dans le salon. « Qu'est-ce que vous faites dans mon appartement ?» ai-je exigé. Ma mère et mon père se tenaient près de ma table basse. Entre eux, dans une petite poubelle métallique que j'ai reconnue de ma propre cuisine, des flammes s'élevaient de ce qui ressemblait à du papier. Avec un sursaut d'horreur, j'ai réalisé ce qui se passait, ma mère brûlait ce qui semblait être mon chèque de loterie. Mon père s'est tourné vers moi, son expression froide et déterminée, « Si tu ne partages pas, tu n'auras pas un sou. » Je me suis précipité en avant, mais le mal était déjà fait. Le papier n'était plus que des cendres, les flammes consommant le peu qui restait. Ma mère a reculé, un air de satisfaction sinistre sur le visage. « Maintenant, nous pouvons discuter d'un arrangement équitable, a-t-elle dit, puisque tu devras redemander le prix.
Je les ai regardés en état de choc, mon esprit s'emballant pour comprendre ce qui venait de se passer. Comment étaient-ils entrés? Que avaient-ils exactement brûlé? Et surtout, pensaient-ils vraiment que cela fonctionnerait? Comment êtes-vous entré dans mon appartement? Ai-je réussi à demander, ma voix étonnamment stable malgré l'adrénaline qui me traversait. Nous avions encore la clé de rechange que tu nous as donnée l'année dernière quand tu avais la grippe, a répondu mon père d'un ton neutre. Tu ne nous l'as jamais redemandé. La violation de mon espace, la nature calculée de leurs actions, c'était presque trop à comprendre. Et pourtant, alors que le choc initial commençait à s'estomper, quelque chose d'inattendu s'est produit, j'ai commencé à rire. Cela a commencé par un petit rire et s'est rapidement transformé en un rire éclatant. Mes parents ont échangé des regards confus, clairement pas préparés à cette réaction. Qu'est-ce qui est si drôle, a exigé ma mère. Tu penses que c'est une blague? J'ai lutté pour me calmer, essuyant des larmes de mes yeux. En fait, oui, c'est hilarant. Tu as perdu la tête, a dit mon père, sa confiance vacillant légèrement. Non, j'ai enfin trouvé la clarté, ai-je répondu, mon rire s'apaisant mais un sourire restant sur mon visage. Pensez-vous vraiment que c'est le vrai chèque de loterie? C'était à leur tour d'avoir l'air confus. Ma mère a jeté un coup d'œil au reste fumant dans la poubelle. Comment ça? Nous avons vu les photos en ligne de la commission de la loterie, toi tenant le chèque. Ce chèque surdimensionné est un accessoire pour les photos, ai-je expliqué, sentant un calme étrange s'installer en moi. Ce n'est pas le véritable moyen de paiement. Aucune commission de loterie ne distribue de vrais chèques de millions d'euros comme ça. Leurs expressions ont commencé à passer de la confusion à l'incertitude. Le paiement réel est traité électroniquement, ai-je continué. Ce que vous venez de brûler était une copie commémorative que j'ai reçue en souvenir. Elle n'a aucune valeur monétaire. La couleur a fui le visage de ma mère. Mon père, toujours prompt à fanfaronner lorsqu'il était mis au défi, a secoué la tête. Tu mens. Tu dis ça juste parce que nous l'avons détruit. En réponse, j'ai sorti mon téléphone et ouvert mon email, tournant l'écran vers eux pour leur montrer un message de la commission de la loterie confirmant que mon transfert de fonds électroniques était en cours de traitement. L'argent sera déposé directement sur un compte que j'ai créé spécifiquement à cet effet, ai-je dit calmement. Il n'y a jamais eu de vrai chèque à brûler. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mes parents sont restés figés, la réalité de leur manipulation ratée s'imposant à eux. Finalement, ma mère a parlé, sa voix petite et soudainement conciliante. Camille, nous essayons juste d'entrer par effraction dans mon appartement et de détruire ce que vous pensiez être ma sécurité financière, ai-je terminé pour elle. Oui, je vois ça. Vous exagérez, a tenté mon père, son ton autoritaire revenant. Nous sommes vos parents, nous essayons juste de vous ramener à la raison. En commettant une effraction et une tentative de destruction de propriété? J'ai secoué la tête avec incrédulité. Avez-vous une idée à quel point cela sonne dérangé? Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et Chloé est entrée, portant un sac de plats à emporter. Elle s'est arrêtée net en me voyant. Oh, tu es là. Elle a regardé nerveusement entre mes parents et moi. J'apportais juste le déjeuner pour maman et papa pendant qu'ils te parlaient. Pendant qu'ils s'introduisaient illégalement dans mon appartement et tentaient de détruire ce qu'ils pensaient être mon chèque de loterie, ai-je corrigé, la voyant écarquiller les yeux. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça, a-t-elle protesté rapidement. Ils ont juste dit qu'ils allaient attendre pour que nous puissions reparler tous ensemble. Qu'elles disent la vérité ou non n'avait plus vraiment d'importance. Le fait que n'importe lequel d'entre eux ait jugé acceptable d'entrer chez moi sans permission en disait long. Vous devez tous partir maintenant, ma voix était stable mais il n'y avait pas d'erreur possible sur sa finalité. Camille, s'il te plaît, a commencé ma mère, son ton passant à la supplication. Nous avons fait une erreur. Nous étions juste si inquiets que la famille ne soit déchirée par l'argent. Non, ai-je riposté. Vous étiez inquiet de perdre l'accès à un argent auquel vous croyez avoir droit. Il y a une différence. Après tout ce que nous avons fait pour toi. A commencé mon père. C'est exactement le problème, ai-je interrompu. Vous vous êtes convaincu que vous avez tant fait pour moi, alors qu'en réalité, j'ai été en grande partie livré à moi-même depuis l'adolescence. Vous n'avez pas droit à mes gains de loterie, et vos actions d'aujourd'hui m'ont montré exactement qui vous êtes. Je me suis dirigé vers la porte et les tenues ouvertes. Partez maintenant ou j'appelle la police et je signale une effraction. C'est votre choix. Ils ont ramassé leurs affaires dans un silence stupéfait.
Alors que Chloé me dépassait à la porte, elle a fait une pause. Ce n'est pas juste. Tu es cruel. Non, Chloé, ai-je répondu calmement. Cruel, c'est de s'attendre à ce que quelqu'un sacrifie sa sécurité financière pour ta série d'entreprises ratées. Cruel, c'est de soutenir des parents qui s'introduiraient dans l'appartement de leur sœur pour détruire sa propriété. Tu as toujours été la préférée et tu t'en es servi à ton avantage toute ta vie. Cela se termine aujourd'hui. Après leur départ, j'ai immédiatement appelé un serrurier pour changer mes serrures et j'ai commencé à chercher des systèmes de sécurité à installer. J'ai aussi appelé Léa pour la mettre au courant de ce qui s'était passé. Ils ont fait ça, s'est-elle exclamée. C'est fou. Tu vas bien? Étrangement, oui, ai-je répondu, parcourant mon appartement du regard. Je crois que cela devait arriver. L'illusion a disparu maintenant. Je les vois clairement pour ce qu'ils sont, et c'est en fait libérateur. Cette nuit-là, j'ai reçu une avalanche de SMS de membres de ma famille élargie tantes, oncles, cousins, tous exprimant leur inquiétude face à la rupture familiale et m'exhortant à reconsidérer ma position sévère envers mes parents et ma sœur. Clairement, ma famille s'était affairée à raconter sa version des événements. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la fin de mes préparatifs. J'avais déjà donné mon préavis pour mon appartement et j'avais trouvé une location à court terme dans un immeuble sécurisé de l'autre côté de la ville. Personne dans ma famille ne connaissait l'adresse, et j'avais l'intention de garder cela ainsi. En scellant le dernier carton, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. L'argent n'était même pas encore arrivé sur mon compte, mais je ressentais déjà une autre sorte de richesse, la richesse de la clarté et le luxe de me prioriser enfin. Le jour après l'incident de l'incendie, j'ai pris un jour de congé personnel pour régler plusieurs questions importantes. D'abord, j'ai rencontré une avocate recommandée par ma conseillère financière pour discuter de la légalité des actions de ma famille et de la façon de me protéger à l'avenir. L'effraction est une infraction pénale, a expliqué l'avocate, Madame Patterson, tout comme la destruction de propriété, même si ce qu'ils ont détruit n'était finalement qu'un souvenir. Je ne veux pas nécessairement porter plainte, ai-je dit, toujours en conflit malgré tout. Je veux juste qu'ils me laissent tranquille. Une ordonnance de restriction pourrait être appropriée alors, a-t-elle suggéré. Et je vous recommande de tout documenter au cas où leur comportement s'aggraverait. Ensuite, j'ai visité la banque où j'avais ouvert le compte pour mes gains de loterie. La directrice de la banque m'a assuré que toutes les mesures de sécurité étaient en place, y compris l'exigence d'une identification en personne pour toute transaction. Nous avons déjà travaillé avec des gagnants de loterie, a-t-elle expliqué. Votre compte a nos protocoles de sécurité les plus élevés. Personne ne peut y accéder sans votre présence physique et plusieurs formes d'identification. En guise de dernière précaution, j'ai contacté la commission de la loterie pour les alerter du comportement de ma famille. Malheureusement, cela arrive plus souvent que vous ne le pensez, a dit le représentant avec sympathie. Soyez assurés que nous ne discuterons pas de vos gains avec qui que ce soit d'autre que vous, quelle que soit leur relation prétendue. Avec ces protections en place, je suis retourné à mon appartement nouvellement sécurisé pour finir de préparer mon déménagement du lendemain. Alors que je triais mes affaires, décidant quoi prendre et quoi donner, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, allô, ai-je répondu prudemment. Camille, c'est tante Hélène. La sœur de ma mère avait toujours été une sorte de partie neutre dans la dynamique familiale, n'encourageant ni le favoritisme de mes parents ni s'y opposant activement. Tante Hélène, ai-je répondu, mon ton méfiant. Je suppose que vous avez entendu une version des événements récents. J'ai entendu la version de ta mère, a-t-elle confirmé, mais je connais ta mère depuis toujours, alors je peux lire entre les lignes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelque chose dans sa voix, une sincère préoccupation sans jugement, m'a poussé à tout lui raconter, de la victoire à la loterie à l'effraction en passant par la brûlure du chèque symbolique. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant. Ils sont entrés par effraction dans ton appartement et ont brûlé ce qu'ils pensaient être ton chèque, a-t-elle finalement demandé, sa voix un mélange d'horreur et d'incrédulité. Oui, ai-je confirmé, et il semble croire sincèrement que cela me forcerait d'une manière ou d'une autre à partager l'argent avec Chloé. Bon sang, a-t-elle murmuré. Je savais que ta mère pouvait être dramatique, mais ça, c'est un comportement criminel. L'ironie, c'est qu'il n'y a jamais eu de vrai chèque à brûler, ai-je expliqué. La loterie ne fonctionne pas comme ça. Le chèque géant de la cérémonie est juste pour les photos de publicité. Le paiement réel est traité électroniquement.
Tante Hélène a eu un court rire incrédule. Donc, ils ont commis un crime pour absolument rien. Essentiellement, oui. Malgré tout, je me suis retrouvé à sourire à l'absurdité de la situation. Leur visage quand je leur ai expliqué ça. J'imagine, a-t-elle dit. Écoute, Camille, je suis désolé que cela te soit arrivé, et je suis désolé que ta victoire ait été entachée par toute cette laideur. Tu mérites de profiter de ta bonne fortune sans ce drame. Sa compréhension était inattendue et touchante. Merci, tante Hélène. Ça signifie beaucoup. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté, ta mère a appelé tout le monde dans la famille pour essayer de rallier du soutien à sa cause, mais après avoir entendu ce qui s'est vraiment passé, je pense que tu trouveras que la plupart d'entre nous sont consternés par leur comportement. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un petit soulagement, sachant qu'au moins une partie de ma famille élargie comprenait la réalité de la situation. Le lendemain, alors que des déménageurs professionnels chargeaient mes affaires dans leur camion, mon téléphone a commencé à sonner à répétition. C'étaient mes parents. Après le 5e appel en 10 minutes, j'ai finalement répondu. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé, ma patience à bout. « Nous devons parler » a dit mon père, son ton nettement moins autoritaire que d'habitude. Ta mère et moi avons discuté et nous réalisons que nous avons peut-être réagi de manière excessive. Réagi de manière excessive, ai-je répété avec incrédulité. Vous avez fait irruption dans mon appartement et avez essayé de détruire ce que vous pensiez être ma sécurité financière. Ce n'est pas une réaction excessive, c'est criminel. Nous étions contrariés, a ajouté ma mère, depuis ce qui devait être le haut-parleur. Nous ne pensions pas clairement. Mais nous sommes tes parents, Camille. Sûrement, nous pouvons dépasser ce malentendu. Ce n'était pas un malentendu, l'ai-je corrigé. Un malentendu, c'est quand on se trompe sur les plans du dîner. Ce que vous avez fait était délibéré et calculé. Le fait est, a interjeté mon père, nous voulons nous excuser et recommencer à zéro. La famille est plus importante que l'argent. Je suis tout à fait d'accord, ai-je répondu, c'est pourquoi j'ai été si choqué que vous soyez prêt à détruire notre relation pour de l'argent qui n'est même pas le vôtre. Il y eut un silence gênant avant que ma mère ne reprenne la parole. Chloé est très contrariée. Elle a l'impression que tu l'as punie pour nos actions. J'ai soupiré, regardant les déménageurs emporter le dernier de mes cartons. Je ne punis personne. Je me protège des gens qui ont démontré qu'ils n'ont pas mes meilleurs intérêts à cœur. Alors quoi maintenant, a demandé mon père. Tu vas juste nous couper les ponts complètement. Pour l'instant, oui, ai-je dit fermement. J'ai besoin de temps et d'espace. J'ai fait transférer mon courrier et je déménage aujourd'hui. S'il vous plaît, n'essayez pas de me contacter avant un certain temps. Je vous contacterai quand, ou si, je serai prête. Tu ne peux pas juste disparaître, a protesté ma mère. Nous sommes ta famille. La famille ne s'introduit pas chez les autres et ne détruit pas leurs biens, leur ai-je rappelé. Je dois y aller maintenant. Alors que je mettais fin à l'appel, un SMS de Chloé est arrivé, je sais que tu es en colère, mais tu es injuste. Je n'ai rien à voir avec ce que maman et papa ont fait. Appelle-moi quand tu arrêteras d'être aussi égoïste. Le manque de conscience de soi était stupéfiant. J'ai bloqué son numéro sans répondre. Cet après-midi-là, alors que je m'installais dans mon nouvel appartement, un moderne T2 dans un immeuble sécurisé avec un portier 24h24, j'ai reçu une notification par email de ma banque, les fonds de la loterie avaient été déposés. C'était officiel, j'étais maintenant millionnaire. Je me suis assise sur mon nouveau canapé, entouré de cartons à moitié déballés, et je me suis accordé un instant pour ressentir véritablement l'importance de ce changement dans ma vie. Malgré tout le drame familial, malgré la trahison et la douleur, c'était toujours une incroyable bénédiction. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Léa, bien installé ? Comment est le nouvel endroit ? C'est parfait, ai-je répondu. Et l'argent vient d'arriver sur mon compte. L'heure du champagne, a-t-elle répondu immédiatement. J'arrive dans 30 minutes. On va fêter ça comme il se doit cette fois. Alors que j'attendais l'arrivée de Léa, j'ai réfléchi à la façon dont tout aurait pu se dérouler différemment si ma famille avait simplement été heureuse pour moi, si elle avait respecté mon autonomie et mon droit de prendre mes propres décisions financières, si leur amour avait vraiment été inconditionnel. Mais leurs actions avaient révélé des vérités importantes, douloureuses certes, mais nécessaires à reconnaître. Et peut-être que cette clarté était une sorte de fortune en soi. Quand Léa est arrivée avec du champagne et des plats à emporter de mon restaurant préféré,
nous avons trinqué non seulement à mon aubaine financière, mais aussi au nouveau départ et à la vraie amitié. Aux limites, a dit Léa en levant son verre. Et à voir les gens clairement, ai-je ajouté, entrechoquant mon verre avec le sien. Pendant que nous mangions et parlions de mes projets d'avenir, j'ai ressenti une sensation de paix s'installer en moi. L'argent allait changer ma vie de nombreuses façons, mais le changement le plus précieux avait déjà eu lieu, j'avais enfin reconnu ma propre valeur et je m'étais fermement tenu à la protéger. Les semaines suivant mon déménagement furent remplies d'un étrange mélange d'exaltation et d'adaptation. Avec les conseils de Madame Dubois, j'ai systématiquement abordé mes priorités financières. D'abord, mes prêts étudiants en près de 68 000 € de dettes qui m'avaient hanté depuis l'obtention de mon diplôme. Soumettre ce dernier paiement a apporté une libération émotionnelle inattendue, j'ai réellement pleuré en cliquant sur le bouton « Payer le solde restant ». Ensuite, j'ai établi un fonds d'urgence solide et j'ai mis en place divers comptes d'investissement conçus pour une croissance à long terme. J'ai acheté une maison modeste mais magnifique de 3 chambres dans un quartier calme avec d'excellentes caractéristiques de sécurité ou rien d'extravagant ou de tape à accent grave-l'œil, juste une maison solide et confortable que je possédais entièrement, sans hypothèque au-dessus de ma tête. Vous êtes remarquablement sensé, a commenté Madame Dubois lors d'une de nos réunions. La plupart des clients dans votre position achètent immédiatement des voitures de luxe ou partent en vacances somptueuses. J'ai attendu trop longtemps la sécurité financière pour la risquer maintenant, ai-je expliqué, bien que j'ai réservé un voyage de 2 semaines en Nouvelle-Zélande pour le mois prochain, ai-je ajouté avec un sourire. Je ne suis pas complètement ennuyeuse. Au travail, j'ai donné ma démission, expliquant à mon superviseur surpris que j'avais reçu un héritage inattendu à un petit mensonge qui me semblait plus sûr que d'annoncer une victoire à la loterie. J'ai accepté de rester 6 semaines pour former correctement mon remplaçant et assurer la transition de mes projets. Tout au long de cela, j'ai maintenu ma distance avec ma famille immédiate. Ils ont continué leur tentative de me contacter, parfois apologétiques, parfois accusatrices, mais j'ai maintenu mes limites. J'ai cependant prudemment renoué avec quelques membres de ma famille élargie qui avaient manifesté une réelle préoccupation. Tante Hélène et moi avons commencé à nous rencontrer pour un café toutes les 2 semaines. Lors d'une de ces rencontres, elle m'a mise à jour sur la situation familiale. Tes parents disent à tout le monde qu'ils te donnent de l'espace, a-t-elle dit avec un regard entendu, mais la réalité est qu'ils sont hors d'eux de ne pas trouver ta nouvelle adresse. Ont-ils montré un véritable remords, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Elle a secoué la tête. Ils sont convaincus qu'ils étaient justifiés d'essayer de te faire entendre raison. Ta mère a même dit qu'ils l'avaient fait parce qu'ils t'aiment trop pour te laisser faire une erreur aussi égoïste. J'ai soupiré. Et Chloé ? Eh bien, c'est intéressant, a dit tante Hélène en se penchant. Son entreprise a officiellement fait faillite. Apparemment, elle a contracté des prêts à intérêt élevés qu'elle ne peut pas rembourser. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, et j'ai été surprise de constater que je le pensais sincèrement. Malgré tout, je ne voulais pas que ma sœur souffre. Ne sois pas trop désolé, a répondu tante Hélène. Tes parents ont refinancé leur maison pour la renflouer à nouveau. Ils quoi ? J'étais vraiment choqué. Mes parents avaient la soixantaine et prévoyaient de prendre leur retraite dans les prochaines années. C'est leur sécurité pour la retraite. Je sais, a dit tante Hélène d'un air sombre. J'ai essayé de les en dissuader, mais ils ont insisté en disant que Chloé n'avait pas d'autre option. Elle pourrait trouver un emploi comme tout le monde, ai-je fait remarquer. C'est ce que j'ai dit, a-t-elle répondu, mais tu sais comment ils sont avec elle. Toujours l'enfant exceptionnel qui mérite un soutien exceptionnel. La conversation m'a laissé troublé. Bien que j'ai maintenu mes limites, je ne souhaitais pas de difficultés financières à mes parents. J'ai décidé de consulter Madame Dubois au sujet de la possibilité de créer un petit fonds de retraite pour eux, pas maintenant, mais peut-être à l'avenir, lorsque les émotions se seraient apaisées. Pendant ce temps, je découvrais la joie de la liberté financière associée à un but. Avec l'aide de Madame Dubois, j'ai établi une modeste fondation axée sur l'éducation financière des jeunes adultes. J'ai établi des partenariats avec des collèges communautaires locaux pour offrir des ateliers sur la budgétisation, la compréhension du crédit et les principes de base de l'investissement, toutes les connaissances que j'avais eu du mal à acquérir par moi-même. J'ai également fait des dons anonymes à des causes qui me tenaient à cœur, un refuge pour les survivantes de violences domestiques, la bibliothèque publique qui avait été mon sanctuaire en grandissant, et un fonds de bourse d'études pour les étudiants de première génération à l'université. Ces actes de générosité m'ont apporté plus de satisfaction que n'importe quel achat de luxe. Je ne changeais pas seulement ma propre vie,
je créais des effets d'entraînement qui pourraient changer la vie d'autres personnes. Léa est restée mon soutien indéfectible tout au long de ces transitions. Quand je lui ai avoué ma culpabilité de ne pas aider Chloé malgré mes moyens, elle m'a offert une perspective précieuse. Ta sœur n'a pas besoin d'un sauvetage, a souligné Léa. Elle a besoin d'apprendre les conséquences. Si tu interviens maintenant, tu ne fais que remplacer tes parents en tant que filet de sécurité. Rien ne changera. Je sais que tu as raison, ai-je soupiré, mais je ressens toujours cette culpabilité tenace. C'est parce que tu es une bonne personne, a dit Léa fermement. Mais être une bonne personne ne signifie pas être un paillasson. Tu peux être généreuse sans être exploité. Environ 3 mois après l'incident de l'incendie, j'ai reçu un email inattendu de Chloé. Contrairement à ses messages précédents, celui-ci semblait plus réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Je réalise maintenant à quel point j'ai dû paraître exigeante à propos de ta victoire à la loterie. La vérité est que j'étais désespéré, mon entreprise était en échec et j'étais trop fier pour l'admettre. Cela n'excuse pas mon comportement ni celui de maman et papa, mais je voulais que tu saches que je comprends mieux maintenant pourquoi tu as réagi comme tu l'as fait. Ma sœur me manque. J'ai lu l'email plusieurs fois, essayant d'évaluer sa sincérité. Était-ce un véritable moment de croissance pour Chloé ou une autre tactique de manipulation, maintenant que sa situation financière s'était détériorée? Après mûre réflexion, j'ai répondu par un message bref mais pas méchant, merci pour ton email, Chloé. J'apprécie ta réflexion sur ce qui s'est passé. Je suis toujours en train de tout digérer et j'ai besoin de plus de temps avant d'envisager toute forme de réconciliation. J'espère que tu trouves ton chemin, sa réponse est venue rapidement, je comprends. Pour ce que ça vaut, j'ai enfin pris un emploi régulier, assistante gérante au Café du Pont. Ce n'est pas glamour mais c'est stable. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là quand si tu seras prête. Ce petit signe de Chloé prenant ses responsabilités financières était le premier signe positif que j'avais vu. Bien que je n'étais pas prête à renouer pleinement, cela me laissait ouverte à la possibilité qu'un véritable changement puisse être possible un jour. Alors que ma nouvelle vie prenait forme, je me suis retrouvé à éprouver un profond sentiment de paix. Mes journées étaient remplies de travail significatif grâce à ma fondation, de loisirs agréables pour lesquels je n'avais jamais eu le temps auparavant, et de véritables liens avec des amis et les membres de ma famille élargie qui respectaient mes lits. Mythe. La richesse n'avait pas changé qui j'étais au fond de moi, je continuais à faire les soldes et ressentais un pincement de culpabilité en dépensant pour des articles chers, mais elle avait supprimé l'anxiété de fond constante liée à l'argent qui m'avait accompagné si longtemps. Plus important encore, elle avait catalysé une transformation nécessaire dans la façon dont je me voyais et mes relations. Un soir, alors que Léa et moi dînions sur ma nouvelle terrasse, elle a levé son verre pour un toast. Aux lueurs d'espoir inattendu, a-t-elle dit. Sans la loterie, tu n'aurais peut-être jamais vu ta famille si clairement ou trouvé la force de te prioriser. J'ai entrechoqué mon verre avec le sien, réfléchissant à la vérité de ces mots. Parfois, le plus grand cadeau n'est pas l'argent lui-même, ai-je répondu, mais ce qu'il révèle sur les gens autour de vous et sur vous-même. 1 an après la loterie qui a tout changé, je me tenais dans l'embrasure de mon bureau à domicile, contemplant l'espace que je m'étais créé. De grandes fenêtres donnaient sur un jardin qui commençait tout juste à fleurir de fleurs printanières. Les murs étaient tapissés de bibliothèques contenant des volumes que j'avais toujours voulu lire mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. Mon bureau, une magnifique antiquité que j'avais soigneusement restaurée moi-même, abritait un ordinateur portable et une pile soignée de documents liés au dernier programme d'éducation financière de ma fondation. Cette pièce, comme ma nouvelle vie, était entièrement de ma propre création. Chaque élément reflétait mes choix, mes valeurs, ma vision non pas ceux imposés par les attentes familiales ou les limitations financières. C'était une manifestation physique du voyage intérieur que j'avais entrepris au cours de la dernière année. Le chemin vers la guérison n'avait pas été simple. Il y avait des jours où je remettais en question mes décisions, où le poids de l'éloignement familial semblait plus lourd que le soulagement des limites. Il y avait des nuits où je rêvais de scénarios de réconciliation, me réveillant avec un mélange confus de désir et de résolution. Ma thérapeute, un autre investissement en moi-même que j'avais fait après la loterie, m'avait aidé à naviguer ces émotions complexes. La guérison n'est pas linéaire, me rappelait-elle souvent, et établir des limites saines avec la famille ne signifie pas que tu as cessé de les aimer, cela signifie que tu as commencé à t'aimer toi-même. Cette perspective avait été cruciale. J'ai commencé à renouer prudemment avec certains membres de ma famille. Tante Hélène est restée une présence stable, me donnant des nouvelles de mes parents et de Chloé sans pression ni jugement.
par son intermédiaire, j'ai appris que mes parents avaient finalement remboursé l'hypothèque refinancée, grâce à mon père qui avait reporté sa retraite et pris des missions de conseil. Chloé, quant à elle, avait conservé son emploi au café et avait même obtenu une promotion au poste de gérante. Selon tante Hélène, elle avait également rejoint un groupe de gestion financière et travaillait lentement à réparer son crédit. Ces développements positifs m'avaient finalement amené à accepter une invitation à rencontrer Chloé pour un café, environ 8 mois après le début de notre éloignement. Nous avons choisi un lieu neutre, un café tranquille à mi-chemin entre nos domiciles respectifs. L'initiale gêne avait été palpable alors que nous nous installions à une table dans un coin, chacune de nous prudente avec nos mots. « Tu as bonne mine, Camille », avait dit Chloé en m'examinant. « Heureuse. »« Je le suis », ai-je confirmé. « Et toi, tante Hélène a mentionné que tu t'en sortais bien au café. » Un éclair de la vieille Chloé est apparu, un léger froncement donné à la mention de son emploi dans le secteur des services, mais cela a vite passé. « C'est une expérience d'apprentissage », a-t-elle admis. Pas ce que j'avais imaginé pour moi-même, mais je suis étonnamment bonne. Nous avons parlé prudemment du passé au début, nous concentrant sur les circonstances actuelles et les sujets neutres, mais finalement, nous avons dû aborder le sujet qui fâche. « Je suis désolé », a dit Chloé soudainement, interrompant une conversation sans risque sur un nouveau restaurant en ville. Pas seulement pour ce qui s'est passé avec maman et papa et le chèque. Pour tout. Pour avoir toujours attendu d'être tiré d'affaire, pour ne jamais avoir pensé à ce dont tu pourrais avoir besoin. La sincérité dans sa voix m'a prise au dépourvu. Merci, ai-je dit simplement, lui laissant de l'espace pour continuer. Quand ton argent ne s'est pas matérialisé pour résoudre mes problèmes, j'ai dû faire face à des vérités difficiles, a-t-elle continué. Je n'avais jamais eu à gérer les conséquences auparavant. Maman et papa arrangeaient toujours tout, et je les laissais faire parce que c'était plus facile. C'est un schéma qui a commencé quand nous étions enfants, ai-je reconnu. Ce n'était pas entièrement ta faute, mais j'y ai participé, a-t-elle rétorqué. Et j'en ai profité à tes dépens. Je le vois maintenant. Cette première rencontre s'était terminée par une étreinte hésitante et la promesse de réessayer dans quelques semaines. Nous avions eu plusieurs autres rendez-vous café depuis, chacun un peu plus confortable que le précédent. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, trop d'histoires se tenaient entre nous pour cela, mais nous trouvions une nouvelle façon, plus équilibrée, d'être sœurs. Mes parents étaient une affaire plus compliquée. Bien que j'aie échangé quelques brefs emails avec eux, je n'étais pas prête pour un contact en personne. Leurs excuses portaient encore des sous-entendus de justification, suggérant qu'ils n'avaient pas pleinement reconnu la gravité de leurs actions ou les schémas qui y avaient mené. « Tu sauras quand, ou si, tu seras prête », m'avait assuré ma thérapeute. Et c'est parfaitement acceptable si ce moment n'arrive jamais. Cette permission de prioriser mon propre bien-être sans culpabilité avait été transformative. J'avais passé tant de ma vie à accommoder les besoins et les attentes des autres que l'établissement de limites fermes ressemblait à l'apprentissage d'une langue étrangère. Mais avec la pratique, cela devenait plus naturel. L'argent de la loterie, bien qu'il ait fourni une sécurité matérielle, n'avait été que le catalyseur de cette croissance personnelle plus profonde. La vraie richesse que j'avais gagnée était la connaissance de soi et le respect de soi. Cette perspective a également influencé la façon dont je gérais mon gain financier. Plutôt que de me définir par mon compte en banque ou de permettre à l'argent de devenir mon identité principale, je le considérais comme un outil qui pouvait fournir une sécurité, oui, mais aussi un outil qui pouvait créer un impact positif. Grâce à ma fondation, j'avais contribué à financer des programmes d'éducation financière qui avaient touché plus de 500 jeunes adultes au cours de la dernière année. Les retours des participants étaient souvent émouvants, beaucoup partageaient des histoires d'être les premiers de leur famille à comprendre les intérêts composés, les bases de l'investissement ou le coût réel de la dette de carte de crédit. Vous ne leur apprenez pas seulement l'argent, m'avait dit un partenaire de collège communautaire. Vous brisez des schémas générationnels. Ce commentaire avait résonné profondément en moi. Briser des schémas, n'était-ce pas exactement ce que j'avais fait dans ma propre vie? Alors que je passais de mon bureau à la cuisine pour préparer le dîner, mon téléphone a vibré avec un SMS de Léa, réservation confirmée pour Nouvelle-Zélande 2.0 le mois prochain. Prépare tes chaussures de randonnée. J'ai souri en pensant à notre prochaine aventure, notre deuxième voyage en Nouvelle-Zélande, cette fois pour explorer l'île du Sud. Léa avait été mon rock tout au long de cette année de transformation, célébrant mes victoires et offrant une perspective lors des moments de doute. Hâte, j'ai répondu par SMS, pensant ajouter une escale en Australie cette fois. Sa réponse a été immédiate, oui, faisons-le.
La liberté de prendre de telles décisions, de voyager, d'explorer, d'élargir mes horizons était quelque chose que je ne tenais jamais pour acquis. Ni l'autonomie de choisir comment je passais mon temps. En plus de gérer ma fondation, j'avais commencé à prendre des cours de restauration de meubles, un hobby qui m'avait toujours intéressé mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Ma table de salle à manger était actuellement couverte des composants d'un ancien meuble de radio que je ramenais à la vie. Alors que je préparais un dîner simple mais délicieux de saumon et de légumes rôtis, j'ai réfléchi à la façon dont ma relation avec l'argent avait évolué. La panique initiale de faire des erreurs avec mon gain avait cédé la place à la confiance dans mes décisions prudentes. La peur que la richesse puisse me changer fondamentalement avait été remplacée par la compréhension qu'elle avait simplement révélé et amplifié qui j'étais déjà. Plus important encore, j'avais appris que la richesse financière, bien qu'elle apporte confort et opportunité, n'était pas la monnaie la plus précieuse de la vie. La confiance, le respect, la connexion authentique ce sont les vrais trésors, et ils ne pouvaient être achetés à aucun prix. Après le dîner, je me suis installé sur ma balançoire de véranda avec un verre de vin, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de brillants oranges et roses. Il y a un an, je n'aurais pas pu imaginer la vie que je menais maintenant, non seulement à cause des changements financiers, mais à cause de la liberté émotionnelle que j'avais revendiquée. La loterie m'avait donné 2,5 millions d'euros, mais mes propres choix m'avaient donné quelque chose de bien plus précieux, une vie alignée sur mes valeurs, des relations basées sur le respect mutuel et la confiance tranquille qui venait de la connaissance de ma propre valeur. Pour quiconque regarde ceci et qui pourrait être aux prises avec les limites familiales ou la recherche de sa propre voie, j'espère que mon histoire vous encouragera. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître votre valeur et exiger que les autres la respectent. Le chemin n'est pas facile, mais la paix qui vous attend de l'autre côté vaut chaque pas difficile. Si mon parcours a résonné en vous, j'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec vos proches? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver le courage de rester ferme? Partagez vos expériences ci-dessous et sachez que votre histoire compte aussi. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez entendre d'autres histoires de la vie réelle comme la mienne, et appuyez sur le bouton j'aime si cela a résonné en vous. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, parfois, le plus grand rebondissement de votre histoire est le moment où vous décidez d'en devenir l'auteur.